Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia et vous écoutez La Voix des Plumes, le podcast littéraire qui donne la parole à des auteurs et des autrices de tous horizons. Ils et elles vous parlent de leur parcours, de leur travail, de leurs livres. Aujourd'hui, je rencontre Quentin Zuthion, auteur et BDiste, qui aime commencer sur un blog BD. J'avais même fait son interview sur mon blog il y a 4 ans. Maintenant, il publie des BD chez les éditions Lapin et chez Payot. Ensemble, nous avons parlé de ses études, de son goût pour le cinéma et de sa manière de travailler. On est bien chez Q. Alors, je vais commencer par... Je te présente, machin, etc. Oui, tu fais ton intro. Je fais la petite intro. Je t'en prie. Donc, bonjour Quentin. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Merci de m'accorder cette interview et de m'accepter chez toi. Écoute, tu es le bienvenu. Voilà. Donc, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je vais te présenter un peu. Donc, Quentin Zuthion, ou Monsieur Q, dans le passé. Peut-être les gens. Fut un temps. Un temps lointain. L'adolescence. Voilà. Tu es auteur de BD. Oui. Tu as commencé sur Internet avec un blog qui s'appelait Les Petits Mensonges de... Non, Les Petits Mensonges de Monsieur Q. Tout à fait. Ça. Et depuis, tu as grandi. Tu as pris notamment ton nom, Quentin Zuthion. Et tu n'es plus Monsieur Q. Et tu as 3 BD à ton actif qui sont publiés. Donc il y a Sous le lit qui était paru au Des ailes sur un tracteur. Ouais. Où tu avais scénarisé et tu avais fait les illustrations. Chromatopsie qui est paru en juin dernier. Pareil, là c'est toi le scénario et toi les illustrations aux éditions Lapin. Et Appelez-moi Nathan qui est paru en septembre 2018 où là par contre tu as fait juste les illustrations. C'est ça. Et c'est Catherine Castro qui a fait le scénario. Voilà. Et c'était chez Payot. C'est ça. Ouah, c'est bon. Tu as tout juste. Magnifique. Et donc je vais commencer par te poser la première question que j'ai posée à peu près tous les autres. Est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite, que tu as dessinée, enfin c'est ce que c'était La toute première. Oh là là, je pense que je me souviens pas de la toute première. Une que tu rappelles quand tu étais enfant, petit, quoi. Oui, je me souviens que j'avais commencé un livre. Alors c'était pas en dessin, c'était en écrit. Juste à l'écrit. C'était sur les saisons. Et c'était en fait des allégories, des personnifications des saisons. Voilà, et donc chacune il leur arrivait un peu des petits trucs, des petits bails un peu chelous. C'était des meufs, un peu des fées, enfin, tu vois, je sais pas, les fées des saisons, quoi, avec qui. Et mais je me souviens pas trop de ce que je leur faisais faire. Mais puis souvent en plus, tu sais, je m'arrêtais très vite. Hein. Oui. Un chapitre faisait 4 paragraphes, tu vois. T'avais quel âge, tu te rappelles? Je pense que j'avais 10 ans. T'étais au collège? Peut-être même pas, peut-être CM2. Peut-être fin de primaire? Ouais, fin de primaire, je pense. Ouais. T'étais petit, du coup. Oui. Et donc, oui, je me souviens par contre, oui, j'avais commencé par Printemps. Ouais. Et pourquoi donc, je sais pas. Aucune idée. Et tu les avais fait les 4 ou t'avais genre fait les 2 premières et après non, j'avais fait Printemps-été, je crois. Ouais. Et puis j'avais pas fait les autres. Mais je pense que l'automne-hiver, ça m'intéresse moins de base. J'aime pas l'automne, j'aime pas l'hiver, moi. Ça m'angoisse. Donc non, j'étais resté à Printemps-été. Et la première BD, je sais pas, je faisais pas de BD. Ma première BD, je pense que c'était le blog. Ouais. Tu faisais pas. Je faisais des dessins comme ça. Oui, mais pas avec des histoires. Non, je faisais pas. Après, j'imaginais une histoire sur le dessin autour, mais enfin ouais, non, je faisais pas de mise en scène encore narrative, tout ça. Ok. Et est-ce que tu te rappelles de qu'est-ce que tu lisais à cette époque-là, au moment où tu as commencé à faire tes petites histoires Des J'aime lire, sans doute. Attends, j'avais oublié ce truc-là. Les J'aime lire. Les J'aime lire, tu sais, il y avait Tom et Nana. Oui, il y avait des petites BD, et puis il y avait une histoire. Il y avait toujours une histoire, oui, tout ça. Et moi j'aimais beaucoup Ils faisaient souvent des histoires un peu qui font peur en période d'Halloween. Et ça j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup de chair de poule aussi, des trucs comme ça. Alors que je déteste les films d'horreur, en plus, ça En fait, c'est pas que je déteste, ça me fascine, tu vois. Les films d'horreur, le thème horreur, l'horreur.
me fascine, mais vraiment je flippe. Donc du coup c'est très compliqué. Mais ouais, j'aimais bien lire des trucs un peu... bah, tu vois, ou même les Roald Dahl, ou tu sais, des Mm. contes anglais. Mm. Il y a plein de contes anglais. Ah, putain, par contre, je me souviens plus du tout des noms. Ouais. Mais qui ont souvent un aspect un peu glauque, un peu... tu sais, les petits contes, tu sais, même les Agatha Christie et tout ça, enfin, tu vois, Mm. c'est souvent... Et ça, oui, j'ai lisé assez jeune, hein, déjà. Ouais. Un peu de polar, un Un peu peu, de... ouais, un peu meurtre. Il y a des gens qui Il y a disparaissent des sur gens qui ces faces de disparaissent, il y a un miel. tueur, il y a... Ça, oui, j'aimais bien. Ouais. Et les comptines anglaises aussi sont horribles. Genre, les gens sont éviscérés à la fin, Mais souvent, où tu sais, c'est... pendus. Mais oui, où tu vois, ou tu sais, Mm. ça te dit, je sais pas, il y en avait une, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais peut-être que les auditeurs, nos chers S'en auditeurs rappellera. et auditrices sauront ce que c'est. Mais oui, une petite comptine qui parlait d'un arbre et tout, et en fait, bah, à la fin, tu comprenais qu'il y avait un pendu dessus, quoi. Mm. Ouais, c'est sympa. Mais je sais plus ce que c'était. Et sinon, bah, des livres de princesses. Ça, j'aimais bien, les princesses. Et tu penses qu'il y a de ces trucs, justement, de ces trucs un peu horreur, machin, qui font peur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des restes dans ce que tu fais? Ou est-ce que, genre, enfin, Oui, je t'as pense. l'impression que... Après, enfin, moi, je fais pas de l'horreur, Mm. mais je fais, ça peut être un peu fantaisie, enfin, pas fantaisie, mais un peu, oui, aller vers le cauchemar, quoi. Mm. Donc, oui, sans doute qu'il y a des trucs qui, déjà, me faisaient résonner mon petit corps quand j'étais petit. Ouais, tiens, c'est marrant, on peut sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu. Oui, j'étais un peu psychopathe, en fait. Et du coup, après, t'as fait des études de dessin? T'as fait les beaux-arts? Ouais, j'ai fait les beaux-arts. En art C'était après le contemporain. bac? C'était... Après le bac, j'ai fait un an de fac de lettres, Ouais. qui bon, bah, ne m'a servi à rien, hein. Enfin, c'était pour Comme souvent, la première année, après le faire bac. quelque chose, hein. Non, non, je voulais être journaliste à la base. Ouais. Et puis, en fait, ça m'a vraiment saoulé. Enfin, je m'emmerdais. Mm. Tu sais, en plus, on avait, je sais pas, on avait 14 heures de cours par semaine. Ouais. Donc, en fait, c'était hyper tentant de pas y aller. Clairement. Parce que quand dans une journée, t'as que 2 heures de cours et tu te dis, tu fais tout le trajet, tout l'autre, enfin, Ouais. pour ça et tout. Donc, en fait, j'ai séché. J'ai énormément profité de la vie. Mm. Ma première année de fac, d'ailleurs, avec une copine. Mm. On profitait énormément de la vie. On disait, un coup, on allait aller en amphi. Mm. Et je me suis retourné et je lui ai dit, oh, ça te dit, on profite de la vie. Et puis, et on est parti du coup et on allait faire les soldes. Voilà. Et ensuite, oui, je suis rentré aux Beaux-Arts. En Et art contemporain. Donc en art contemporain. Et donc, pardon, qu'est-ce que vous appreniez là-dedans? Oh, alors les Beaux-Arts, c'est un grand. Alors en première et deuxième année, c'est un peu tronc commun, quoi. Mm. Donc on fait un peu de tout, on fait un peu de vidéo, un peu de photo, un peu de dessin, un peu de perspective, Mm. un peu, voilà, on fait du modèle vivant, on touche à tout, on fait du design, on fait de la sculpture, on fait tout. Mm. Et à partir de la troisième année, en fait, on se spécialise pas forcément dans un domaine, mais en fait, on a un projet, on a un propos qu'il faut qu'on monte, et qu'on doit défendre et tout ça. Et ensuite, peu importe que tu fasses du dessin, de la photo, du truc, en fait, c'est ton projet qui compte et ce que tu veux dire, quoi. Après, ils s'en foutent. En fait, t'apprends pas à dessiner aux Beaux-Arts, clairement. Ça, il faut faire des écoles d'art appliqué ou d'illustration, ou de tout ça, quoi. Ou de BD, puisqu'il y a des écoles de BD aussi. Mais les Beaux-Arts, non, c'est plus une méthode, enfin une manière de mener un travail, un projet, tout ça. Et après, peu importe ce que tu fais. Mm. Et du coup, toi, t'as fait du drapé baroque. Oui, mon passé me rattrape le drapé. C'est vrai. Mais en fait, du coup, à cette époque-là, tu dessinais pas spécialement, en fait. Non. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à raconter des histoires en dessin, en fait, à ce moment-là? Alors, quand je suis parti des Beaux-Arts, du coup,
après mes 5 années aux Beaux-Arts. Juste après mon diplôme, je devais enchaîner sur une thèse sur le drapé baroque, du coup, puisque j'avais commencé avec mon mémoire et ma pratique artistique aux Beaux-Arts. Et donc, entre la thèse et mon diplôme, en fait, il y a eu l'été. Et je ne savais pas quoi faire de cet été. Et du coup, j'ai trouvé un stage chez Delcourt, dans un magazine en fait, qui était publié par Delcourt, qui s'appelait Bisous Magazine. Et donc, c'était un petit magazine, bimestriel, je crois, une sorte de parodie de magazine féminin, un peu LOL et Love. Et c'était très marrant. Et en plus, du coup, la rédac chef m'a laissé faire du graphisme, des illus, du contenu rédactionnel. Je faisais un peu de tout. Et ça m'a vachement plu, ça m'a vachement fait rire, Et du coup, je suis jamais allé en thèse. En fait, je pense que oui, il y a un petit truc qui a germé à ce moment-là où je me suis dit, tiens, le dessin, c'est vrai que j'aime bien. Et j'ai pas envie de m'enfermer à nouveau 3 ans dans un truc où je me sens plus forcément à l'aise. Parce que même quand j'avais passé mon diplôme de 5e année, mon master, je me reconnaissais déjà plus trop dans l'art contemporain. Il y a des trucs que j'adore, mais c'est toute la méthode, tout ça me paraissait insurmontable en fait. Je sais pas, je me retrouvais plus là-dedans. Voilà. Et là, en fait, donc avec ce stage, on revenait vraiment à du concret. Là, tiens, on va parler aux petites meufs qui en ont marre de se faire dire la cellulite à la plage, ça va pas et tout, machin. Je sais pas, il y avait des thématiques, là, c'était du concret, il fallait que ce soit réalisé, tu vois, pour le lendemain et tout, des vrais trucs, quoi. Et du coup, c'est là, après, j'ai commencé à faire mon blog et que j'ai pris un petit boulot et je ne suis jamais retourné en études. Et donc, tu faisais les Beaux-Arts, c'était à Lyon? C'était à Dijon. À Dijon. Et qu'est-ce qui a fait que t'es monté à Paris à un moment, t'es arrivé ici? Oui, le stage c'était à Paris. C'était à Paris. Et en fait, de toute façon, même si je continuais la thèse, c'était à Paris. Ok. Donc, parce que il n'y a pas de thèse drapé baroque à Dijon. Parce qu'en fait, c'était du coup une thèse en esthétique. Ok. Et du coup, il n'y a pas de truc doctorat en esthétique. Quand je dis esthétique, c'est pas esthétique, c'est pas la chirurgie esthétique. J'ai compris. Donc c'était à la Sorbonne. Ok. Et donc du coup à ce moment-là t'es resté à Paris et voilà. Okay. Voilà, petite chambre de bonne et tout le team. Donc du coup au début quand t'as commencé ton blog, t'écrivais quand même beaucoup sur toi. Et même ta première BD, il y a un peu de... Oui. C'est inspiré de certaines choses. Oui, c'est autobio. Voilà. De l'autofiction, comme on dit. De l'autofiction, voilà. Donc il y a beaucoup de choses, au début, tu puisais beaucoup dans ton expérience personnelle. Et ces dernières années, je sais pas trop à quel moment tu mets ça, tu t'es mis à écrire sur les autres beaucoup plus. Mon chromatopsie, c'est très très personnel. Mais... Ou tu fais semblant d'écrire sur les autres. C'est d'autres personnages qu'on voit. Mais bon... Ok. Disons que je prête mes propres sensations, émotions à d'autres visages. Donc ma question est nulle en fait. Non, mais c'est vrai qu'avant je m'utilisais moi-même, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là tu t'es dit je vais chercher d'autres personnages, est-ce que c'est juste t'en avais marre ou est-ce Parce que en termes de mise en scène et je voulais être plus universel aussi. Je voulais pas que ce soit toujours la même gueule en fait. Par exemple pour Chromatopsie c'est 11 histoires différentes. Donc je voulais pas qu'il y ait toujours le même personnage en fait. Fallait qu'il y ait des personnages et plus de représentation et tout ça. Et aussi en termes de mise en scène, c'était parfois plus intéressant que le personnage soit pas... Moi par exemple pour Viande Rouge, à la base j'avais fait un personnage masculin. Et en fait
je trouvais que, et même enfin, esthétiquement, et même dans le fond, c'était plus fort que ce soit une petite gamine en col Claudine qui d'un coup se retrouve à faire un coming out sanglant. Sur la table. Voilà, et à manger ses steaks et à se masturber avec de la viande devant son papa. Voilà, j'espère que mon travail vous donne envie. Qu'est-ce qui t'inspire? C'est hyper large, je sais, comme... Dans la vie? Ouais, où est-ce que tu puisses ton inspiration? Enfin, on sent que t'as quand même une envie de travailler sur le corps, sur les émotions, enfin voilà, des choses comme ça. Ouais. Mais est-ce que tu t'inspires vraiment que de ton vécu ou est-ce que... Enfin, ouais, qu'est-ce... Ah non, non. Après, moi, c'est le cinéma tout le temps qui me... et de toute façon, même dans mes constructions et tout, moi, je travaille plus... ouais. Mes plans, je les vois d'abord en cinéma. Je les vois pas en BD, tu vois, souvent. J'imagine un film quand je fais une BD. J'arrive pas à faire une BD si je me dis je vais faire une BD. D'abord, j'imagine un film, ensuite j'en fais une BD. C'est ça, mais oui, c'est un peu ça. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Et oui, si moi, c'est la manière, en fait, c'est le regard du cinéaste, tout ça qui m'inspire dans mon travail et comment on va montrer le corps. Et c'est jamais anodin la manière de façon dont tu filmes un corps ou tu le dessines du coup. C'est toujours l'intention du créateur, quoi. Et il faut pas que ce soit gratuit, et il faut pas que, voilà, un corps qui se déshabille, un corps il est d'une certaine posture, etc. Enfin, je m'inspire des gens, je m'inspire de, oui, c'est ça. J'observe, quoi. Ouais, c'est pour ça que je préfère dessiner les meufs, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça bouge mieux une fille. Et qui sont tes modèles sans doute dans la bande dessinée, mais j'imagine que ça déborde aussi peut-être en littérature ou en cinéma ou etc. Les gens que ouais, voilà, que t'adores. À part Britney. Ah, mais non, mais c'est on y viendra peut-être. Mais je peux faire 6 heures sur Britney. Non, moi, les cinéastes moi j'adore Coppola, Sofia. Même si, bon, je comprends, elle peut être très critiquée. Mais pour moi, c'est vraiment la cinéaste de l'ennui et de l'adolescence, quoi. Et moi, ça, j'adore, ça me parle, et oui, effectivement, c'est toujours un ennui très blanc, très bourgeois. Mais en même temps, après, c'est universel, quoi, ça. Je veux dire, la dépression, l'ennui, c'est des choses qui touchent. Et oui, elle a une manière de filmer l'ennui, je trouve, qui est absolument hyper tendre. Et violente aussi, parce que souvent, Coppola, ça finit mal. Hein. Voilà, mon film préf de la vie, c'est Virgin Suicide. Et Canine, de Yorgos, c'est un réalisateur grec, alors je sais pas prononcer son nom de famille. Mais où pareil, il filme l'ennui, mais en fait, c'est un film, mais ça d'ailleurs, si vous l'avez. Parce que Virgin Suicide, souvent les gens l'ont vu. Mais Canine, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, je sais pas si tu l'as vu toi par exemple. Et c'est un film sur une famille, donc il y a trois enfants, mais en fait ils sont déjà adultes, mais ils passent un peu pour des ados, il y a une grande ado et après 2 adultes, et en fait tu comprends qu'ils ont été élevés dans une grande maison où en fait ils en sont jamais sortis, parce que le père contrôle tout et il interdit tout, et du coup, en fait, ils trouvent des occupations complètement absurdes et folles, et ils sont un peu fous, tu vois. Et ils testent leur corps, en fait. Et tu vois, ils se coupent un peu, pour voir ce que ça fait. Et en fait, il y a des parce que de toute façon, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, etc. Et puis ils font leurs propres expériences tout seuls. Tu vois, le jeu qu'ils font au début, c'est donc ils sont 3. Chacun met son doigt dans de l'eau brûlante et c'est le dernier qui sort le doigt qui gagne.
Et alors là, mais pareil, mais des plans séquences absolument merveilleux. Enfin, ouais, tu plonges dedans. Et après, bah, oui, c'est très absurde. C'est presque drôle des fois, tellement c'est absurde. Enfin, la manière dont ils dansent. Et en fait, par exemple, quand il y a des avions qui passent, en fait, leurs parents achètent des petits avions et ils les mettent dans le jardin pour leur faire croire qu'en fait, les avions qui passent au-dessus dans le ciel, c'est des jouets qui tombent des fois. Enfin, c'est un délire qui va loin, tu vois, mais qui parle du coup, oui, bah, de pression sociale, de patriarcat, de comment, de l'emprise familiale aussi, et de comment en fait, dans nos propres familles, c'est un cercle tellement, tu vois, on dit toujours, hein, papy raciste, tonton homophobe, machin, et donc ben c'est vrai. Et en même temps, on les excuse presque, en fait. Enfin, tu vois, d'une certaine manière. Parce qu'ils sont de notre famille. Parce que, en fait, ils seraient pas notre famille. Ben, on dirait c'est des cons. Mais là, en fait, tu te souviens de quand t'étais petit, que papy te filait ton petit bonbon quand tu revenais des trucs, et ton goûter, et machin, et tout. Et en fait, ben, tu les aimes. Parce que ça t'a créé un cadre où tu peux pas t'échapper de ce truc-là, en fait. Enfin, c'est très très dur, je trouve, de s'échapper de ça. Et tu peux leur expliquer, tu peux leur machin, tu peux leur... Mais après, changer ton papy de 95 ans, tu vois, c'est compliqué. Mais ouais, voilà, ce film est à voir, vraiment, Canine. Et ça s'appelle comme ça parce que, en fait, il leur fait croire qu'ils ont le droit de sortir de la maison à partir du moment où ils ont une canine qui tombe. Et donc, bah, ils ont jamais une canine qui tombe, tu vois. Ta canine, elle tombe pas comme ça. Mais bon, du coup, je ne spoile pas, mais bon, tu te doutes. Du coup, il se passe un truc. Voilà. Et en BD, est-ce qu'il y a des... Enfin, j'aime bien Julie Marot, mais en fait, mais ça m'a pas pris. Enfin, oui. tu vois, ça m'a pas... En fait, j'ai pas de BD qui ouais, me qui fait... te... Oui, bon, bah, c'est pas grave, je sais pas. C'était ouais. juste au cas où. Du coup, tes deux premières BD, donc Sous le lit et Chromatopsie, c'est toi qui les as scénarisées, enfin c'est toi qui as tout fait, quoi. Et du coup, Appelez-moi Nathan, ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Ouais. Et comment c'est cette expérience, justement est-ce que tu avais déjà cette expérience de dessiner quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit Alors non, c'était ma première. C'était la première fois. C'était et ma du coup, comment tu sens cette différence-là? Est-ce que tu préfères scénariser aussi, ou est-ce que tu trouves ça aussi intéressant Alors, bon, je préfère scénariser aussi, ça, c'est clair. Après, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ça peut être assez reposant en fait, de suivre de toute façon un scénario déjà écrit. Et puis, bon, de toute façon, Catherine m'a laissé quand même assez libre en termes de mise en scène et tout ça. Donc, là-dessus, en fait, c'était bien parce que son scénario était très, très factuel. Enfin, elle me donnait des indications hein, mais en fait, j'étais assez libre sur les plans et tout ça. Donc là-dessus, j'ai pu m'amuser. Enfin, avec son accord à chaque fois, bien sûr. Travail à deux. Voilà, travail à deux. Mais non, oui, c'était bien. Mais je referai. Bah, d'ailleurs, j'ai une BD qui sortira où je suis à nouveau juste... Enfin, juste. À l'illustration. À la mise en scène, moi j'aime bien. À la mise en scène. C'est mon côté cinéma encore, tu sais. Et du coup, comment ça se passe dans ces moments-là? Est-ce que tu reçois tout le texte d'un coup ou est-ce avec que ça Catherine, se fait petit non, à petit? j'avais pas tout d'un coup. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait il y a eu beaucoup de choses qui ont sauté ensuite parce que mais je pense qu'on avait besoin de ça, on avait besoin aussi de tâtonner, etc. Parce que en fait ça vient aussi du témoignage de Lucas, enfin du vrai Nathan. Et du coup c'était très, très chargé quoi, il y avait énormément de choses. C'est beaucoup de choses. Surtout qu'on est sur un format, donc on passe de 12 à 18 ans en fait dans l'histoire, donc il y avait beaucoup de choses à dire et Catherine avait fait énormément d'interviews de Lucas et tout ça pour recueillir son témoignage, donc elle avait masse de doses. Et il fallait mettre ça dans un petit livre. Il fallait mettre ça dans un petit livre, une petite BD.
Donc du coup, non, on n'avait pas, j'ai pas eu le scénario tout d'un coup. Et c'était en bribes et plein de choses qu'on a supprimées ensuite, ou qu'on a remis, ou qu'on a déplacé, ou qu'on a raccourci. Parce que du coup, le storyboard final faisait 190 pages. Et on a réduit donc à 140. Quand même. Ouais, donc oui, on a plein de petites Des scènes qui trucs ont en sauté. plus. On mettra dans des bonus un jour, je sais pas. Mm. Et comment est-ce que tu travailles? Ça doit être une question qu'on te pose souvent. Est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que tu travailles un peu n'importe où? Travaille n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. J'arrive pas à me mettre un cadre, enfin, sauf quand c'est vraiment la merde et que c'est l'urgence la plus totale. Et là, par exemple, sur Appelez-moi Nathan, les 5 dernières semaines ont été très complexes. Où là, j'avais un rythme régulier. Je faisais 7h, 23h tous les jours. À coup de à peu près, je pense, presque 10-15 pages par jour, quoi, en dessin. Donc, c'est dur. Mais bon, parce qu'on était vraiment très 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 en retard. Après, moi, en fait, je préfère travailler comme ça. Tu travailles mieux dans l'urgence. Ah oui, oui. Et même mon trait, j'ai l'impression, il va mieux, ça va plus vite et tout. En fait, quand j'ai trop de temps, j'ai l'impression, je me pose trop de questions. Et c'est moins fluide et ça marche pas. Après, c'est peut-être juste aussi que je suis une grosse feignasse procrastinatrice. Mais c'est vrai que oui, je me laisse un peu aller souvent à fumer des clopes et regarder le plafond, quoi. C'est un peu mon... Mais en même temps, c'est dur de se faire violence quand tu travailles de chez toi et que tu es tout seul chez toi, en fait. Quand t'habites pas tout seul, tu peux te caler un peu avec le rythme, je sais pas, de ta coloc, ta partenaire. Mais alors quand t'es alone, moi, j'ai pas de réveil. J'essaye de temps en temps. Et t'as essayé de te caler oui, hors période de rush intense? Oui, j'essaye. Ça dure 5 jours. Et après, c'est fini. Et après, c'est mort, quoi. Et puis en plus, vu que je suis très... je suis un peu angoissé comme garçon. Ça se voit pas du tout dans les dessins. Je suis un peu anxieux. Et sauf que moi, l'anxiété, ça va pas me faire dire il faut que je bosse pour y arriver et tout, et machin. Moi, en fait, ça me tétanise complètement. Et donc, je me dis, en fait, rien ne vaut de faire ça, et c'est de la merde. Et du coup, je ne fais rien. Et je bois des coups. Et tu travailles sur ordi? Tu dessines à la tablette graphique? Oui, c'est tout à la tablette, direct. Tout est direct. Ouais, je trouve ça vachement plus facile Moi, j'aime bien en plus quand pouvoir tout bouger, tout changer en quelques clics, quoi. Pouvoir grossir un personnage, le réduire, le machin. C'est pour la mise en scène, quoi. Ça va vachement plus vite, plutôt que de refaire toute la page. Où je me dis non, je refais pas toute la page parce que flemme. Mais où du coup ça serait moins bon parce que le cadrage serait pas aussi bon que ce que j'avais pensé après. Ok. Donc technique de travail, tu n'en as pas. Voilà. Aucune, c'est le schlag. C'est la vie d'artiste. Ah oui, non, mais moi je suis très le cliché, tu sais, de l'artiste maudit. Anne Fleur, dans l'interview, disait qu'elle était aussi un peu comme ça. Ouais. À laisser pousser le truc, et puis quand ça vient. Ah, ben c'est ça. Mais de toute façon, Anne Fleur, c'est jumelle. On est 2 jumeaux maléfiques. Ah, voilà. Mais je pense je pense qu'un jour on travaillera ensemble, mais qu'est-ce qu'on va se tirer vers le bas. Ce sera peut-être pas l'idée du siècle. Ah non, on va faire un truc formidable. Mais ça va prendre. Mais à la fin, on sera mort, quoi. Et je pense que ce sera l'objet le plus terrifiant de dépression du monde. Comment est-ce que tu travailles en amont
de tes histoires? Est-ce que tu es du genre à te documenter avant, prendre des notes, etc. Ou est-ce que tu commences direct et tu vois sur le tas? Comment est-ce que tu prépares en fait? Je lis et regarde énormément de films, souvent, avant de me lancer dans une BD longue en tout cas, un scénario long. Parce que les petites BD de Chromatopsie, là vu que c'était plus perso et tout, après si je regardais des films, mais c'était plus pour la forme que le fond en tout cas. Mais oui, là par exemple, la prochaine BD qui viendra en septembre 2019, là ouais, je me documente pas mal. Puis en plus, je pars de témoignages qu'ensuite je fictionne. Donc ouais, je me renseigne quand même, surtout que c'est un thème mi-sportif, mi-thérapeutique. En fait, donc c'est des meufs qui font de l'escrime thérapie. Donc ça existe vraiment. Donc du coup, je me renseigne sur vraiment déjà aussi les postures en escrime, etc. Oui, c'est précis les postures en escrime. Voilà. Bon, après, on est sur une BD aussi fiction, donc c'est pas grave si le truc c'est est pas parfait, exactement mais ça ressemble un peu. Le quartet quinte et machin, tu vois. Mais oui, et puis vu que quand même je veux que c'est très chorégraphié, etc. Donc oui, j'ai intérêt quand même à me renseigner un petit peu en amont, quoi. Et après, oui, c'est des films, plutôt là pour cette BD là, c'est plutôt je regarde beaucoup de films sur des meufs sportives ou des groupes de femmes aussi, etc. Ou même pas forcément que de femmes, mais en tout cas ce que peut apporter le groupe dans une conquête de soi-même, quoi. Ok. Et tu prends, après, oui, je prends des notes et tu fais des choses comme ça. Et après, en fait, souvent je dessine pas avant moi d'avoir mon scénario fini. Ok, ou je dessine, tu vois, je fais les personnages, mais je dessine pas de scène. J'ai besoin vraiment que tout soit hyper calé. Et que le scénario, c'est à caler de A à Z, quoi. Après, il change. Oui. Une fois que je commence à dessiner, de toute façon, un scénario, c'est fait pour être déchiré le 3e jour, tu vois. Mais pas tout le scénario, mais une partie. Mais une grosse partie. Et oui, parce que tu te rends compte que y a plein de choses que tu avais pensé. Et vu que moi, en plus, quand j'écris mon scénario, j'ai toujours ce problème d'y voir en film. Et après, à la BD, tu te dis, ah merde, ça marche pas. Ça fait pas pareil. C'est con, hein. Et hop, on change. Et donc du coup, ouais, j'attends... Peut-être que j'attends trop, même d'ailleurs, que ce soit trop bien calé. Et au niveau de l'histoire, est-ce que quand tu commences quelque chose, est-ce qu'elle est calée dans le sens, est-ce que tu sais comment ça va venir, quels vont être les rebondissements, qu'est-ce qui va se passer dedans, ou est-ce que ça se modifie aussi avec l'écriture Ça se modifie aussi, ouais, avec l'écriture. Et ce qui change le plus, souvent, c'est l'intro, la scène d'intro. Ouais. Faut pas se planter sur la première scène d'une BD, tu vois, c'est... En plus, moi, j'aime bien quand ça cogne un peu, tu vois, tout de suite, quoi. Par exemple, dans Chromatopsie, on commence par viande rouge tout de suite, tu vois. Faut donner le ton. On donne le ton. Et ouais, du coup, oui, ça, c'est ma hantise. L'intro ratée, c'est... ça me donne des frissons. Je t'en parle, tu vois, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Et du coup, ouais, ça change, mais c'est souvent ce que je fais en dernier d'ailleurs. Appelez-moi Nathan, d'ailleurs, même avec Catherine, on a fait l'intro en dernier. On savait pas du tout comment ça allait. Comment commencer. Ouais. Et qu'est-ce qui te vient en premier en général ? Est-ce que c'est parce que tu veux parler d'un sujet que tu te dis je vais écrire ça ? Est-ce que c'est parce que t'as un personnage en tête ? Est-ce que c'est... Là, donc pour la BD que je suis en train d'écrire actuellement sur l'escrime, la première scène que j'ai écrite, c'est un peu mon... Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça, même dans les petites histoires de Chromatopsie. En fait, le premier truc que j'écris, c'est le premier truc que je vois et qui, moi, m'excite. Enfin, je sais pas comment dire autrement. Te donne envie. Ouais, de faire cette histoire, quoi. Vraiment, c'est un peu... c'est le pic, quoi. Le pic de ça part en couille. À quel moment ça part en couille ? Ou pas forcément ça part, mais le pic onirique ou
le truc vraiment impactant, quoi. Et après, en fait, je construis sur comment on en arrive là, et ensuite comment on s'en dépatouille. C'est un peu ça, Ouais, ok. la méthode. Bon, là, pour l'escrime, il y a plusieurs pics. C'est le cas de le dire. Parce que l'escrime, tout Parce ça, que c'est l'escrime. drôle. Humour. Je vais l'appeler Etoc. Et stock, tout ça. Non, Non, mon Dieu. Stop. stop, ça ne va pas. Non, j'ai pas de titre d'ailleurs encore. J'en avais un formidable, mais qu'on ne peut pas utiliser. Parce qu'il existait Il déjà. existe déjà. Ouais. Comment tu te sens quand tu travailles sur un... Parce que tu mets quand même pas mal tes tripes dedans. Oui. Dans tes... Bah, ça dépend le sujet, j'ai Ça envie de te dépend du dire. Souvent, ça peut être. Est-ce que t'es du genre à être détaché quand tu écris ou est-ce Ah, qu'au pas du contraire tu... Ah non, mais moi, c'est jouissif, quoi. Mm. C'est souvent, oui, c'est une petite jouissance de. Ah, je suis en train de faire ça, ça me fait du bien et je vais. Bah, je sais pas, il y a peut-être un rapport très érotique. Tu vois, je parlais de le moment qui m'excite, bah oui, mais c'est peut-être ça. Hein. Et en plus, et je mets un peu du corps aussi, tu vois. Enfin, je dessine. Enfin, souvent, je prends un peu les postures de mes persos, je me rends compte. Enfin, moi, je me rendais pas compte, c'est quelqu'un qui me. Bah, quand je dessinais Nathan, sur donc les 5 dernières semaines de rush, où du coup, je me suis isolé chez ma maman. Et ma mère me disait, mais C'est n'importe quoi. pourquoi t'es tout tordu? Pourquoi tu pleures? Non, elle m'a pas vu pleurer, mais si, oui, tu sais, tu le sens, enfin, quand il y a des moments durs aussi, même dans Chromatopsie et tout, des moments, oui, où des gens se mordent et où des gens se font mal et où des gens... Et du coup... ça fait du bien en fait, enfin je sais pas, bah, tu lâches, je sais pas, on a tous, attends je vais dire un truc, on a tous voulu mordre quelqu'un, non? Enfin en tout cas faire mal, qu'est-ce que c'est que faire mal à quelqu'un quoi? Grande question. Pourquoi on veut faire mal et pourquoi on se fait mal soi-même et pourquoi donc du coup bah, je le fais dans mes dessins plutôt que de le faire dans la vraie vie, tu vois. C'est mieux. C'est mieux. Je suis cinglé. Ça va. Ok. T'as fait 2 BD cette année? Oui. C'est beaucoup. Non? Oh écoute, on travaille. Non mais c'est beaucoup. Après Chromatopsie, il y en avait beaucoup qui étaient déjà prêtes. Même si on a changé quelques petits trucs avec l'éditrice, etc. Mais en tout cas, oui, tout était presque déjà... Et même celles que j'ai rajoutées, le scénario était déjà prêt. Donc du coup, j'avais juste à les dessiner et puis en avant. Mais non, franchement, ça a été... Hein. Si je me donnais un vrai rythme... Mais laisse tomber, j'en ferais 4 en fait par an. Parce que je dessine vite en fait. Parce que moi, j'aime pas du tout passer 3 heures sur le même dessin, ça m'angoisse. C'est pour ça que je suis très mauvais illustrateur d'ailleurs. Enfin, c'est pas pareil de faire une BD que de faire juste une illustration. Ça, je suis très mauvais à ça. Moi, quand j'ai des commandes d'illustration, bah, j'en ai parce que bah, des fois, il faut. Ça paye un peu plus vite, quoi. Enfin, et encore. Mais. Ça dépend. Et encore, ça dépend. Mais la commande me fait flipper en fait. Et de me dire qu'il faut que en une image, il faut que je dise tout ça. Mais moi, voilà, j'ai envie de t'en faire 10 pages de BD. Parce que j'ai envie de te développer le truc et d'allonger le truc. Et ça, oui, je sais pas bien faire en illustration. D'ailleurs, je pense que les gens, quand ils me demandent l'illustration, après, ils sont déçus. Moi, j'ai jamais été déçue. Non, mais mais parce que toi aussi, c'est pas pareil non plus. Non, je pense que c'est pas pareil. C'est d'illustration de roman. Et ça me plaît plus. Plus que genre une illustration genre dans un magazine ou, on dit, Et j'en fais pas beaucoup en plus, lu pour les magazines. Même quand j'ai beaucoup travaillé pour Néon, mais c'était de la BD en fait que je faisais. De la BD, ouais.
Et du coup, quel est ton rapport avec le monde de l'édition? Je sais que c'est une question assez large. Bah ça va. Je vais pas me mettre à dos tout le monde là. Non, mais plus, non, c'est pas forcément balance les Non, bails. je pense que c'est trop lent. Clairement. Enfin, moi j'aimerais que quand on me dit oui, ok c'est oui. Enfin tu vois là, on y va. Enfin machin. Je trouve ça lent, c'est compliqué. Après en fait, enfin, je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Par exemple, je vois beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais en tout cas, moi j'avais peur qu'avec mes sujets, de pas être accepté. Tu vois, enfin que ce soit qu'on me dise ah, trop communautaire, trop machin, trop truc. On m'a jamais dit ça. Jamais. Même quand on m'a refusé mes projets. T'as pas eu des cas de, genre où on t'a dit il faut changer ce truc-là on m'a refusé des projets. Tu vois, Chromatopsie, on me l'a refusé plusieurs fois. Mais on m'a jamais dit c'est parce que ça n'intéresse personne. Enfin, ou que c'est quoi ces histoires de PD ou machin, ou non, on a déjà une histoire sur, sur des lesbiennes, bon bah c'est bon, c'est déjà fait, bisous. Non, je pense, enfin, les éditeurs, c'est pas non plus des gros méchants ils voient bien que le monde évolue, ils vivent dans le même que nous, quoi. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a une demande aussi de représentation LGBT, de féminisme, tout ça. Enfin, là, c'est un mal pour un bien, mais il n'empêche que ça se vend. Enfin, tu vois, le féminisme, ça se vend. Oui, c'est important. Ça se vend, là, les histoires LGBT, ça se vend. Bon, bah, voilà, la brèche est ouverte. Et après, bah, forcément, c'est comment l'éditeur il peut intégrer ça à sa propre collection. Après, il faut aussi que ce soit bon, ce que t'es fait. Enfin, tu vois. Enfin, oui, moi j'ai été refusé sur plein de trucs de chromatopsie. Ben, j'ai changé des trucs, en fait, du coup, dans chromatopsie. Enfin, parce que quand on nous refuse, c'est aussi que il faut peut-être y réfléchir encore un peu. Et qu'on est peut-être trop jeune ou trop. Enfin, voilà, qu'il faut. Enfin, pas forcément trop jeune, parce qu'il y a des gens à 19 ans, mais qu'en tout cas, ton travail est encore. Nous arrivons à ce moment critique de l'épisode où malheureusement l'enregistreur nous a lâchés, et plus précisément la batterie de l'enregistreur. Donc voilà, malheureusement notre interview est un peu tronquée, ce qui est assez dommage puisque c'est le moment où nous parlions de représentation LGBT et de responsabilité. Nous n'avons pas eu l'occasion de retourner cet épisode et j'ai estimé que la discussion était quand même assez intéressante pour être partagée. Voilà, nous allons arriver donc directement à la partie de fin où j'ai réussi à rallumer l'enregistreur pour enregistrer nos derniers échanges. Bon, ça a coupé, je sais pas trop où, mais il y a 44 minutes à enregistrer, donc c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà bien. Donc, je vais te poser les dernières questions, enfin la dernière question en fait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait, enfin qui fait un peu de BD et qui aimerait, qui aimerait se lancer un peu plus, qui aimerait terminer sa première BD peut-être, ou se lancer dans la publication d'un truc sur un blog mais qu'oserait pas, enfin tu vois, quelqu'un qui débuterait et ça marche. Tout fonctionne. Et qui oserait pas trop, qui saurait pas trop comment s'y prendre, qui serait un peu paumé mais avec cette envie là de faire de la BD un peu. Alors, mon conseil, attention, c'est d'envoyer un book mais à tout le monde. Mais vraiment de choper mais toutes les adresses mail, parce que des fois on peut se dire ah non mais par exemple ce magazine là ou cette maison d'édition là, non mais je tente pas parce que c'est trop gros ou parce que c'est machin et tout, on ne sait jamais. Il suffit qu'à un moment il y ait une urgence, un truc, tu vois, ils ont besoin de quelqu'un, tout ça, tout est possible. Par contre, ce que je conseille, c'est de vraiment dans le mail de pas dire juste voilà, j'aimerais faire de la BD, il faut parler de son travail, de ce qu'on veut dire, de comment ça s'inscrit dans l'actualité, de comment, enfin tu vois, on fait pas ça pour rien, on fait pas ça juste pour dessiner, enfin en tout cas moi non,
Après, peut-être qu'il y en a qui font ça juste pour dessiner, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, ils mettront juste ça. Voilà. Mais je pense que oui, vraiment, il faut... Mais après, voilà, moi, c'est ce que j'ai appris aux Beaux-Arts aussi. C'est comme ça qu'on m'a fait... C'est quoi ton propos, quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle histoire tu racontes? Et après, ton dessin, bon, s'il est bon, tant mieux. S'il est pas bon, c'est pas grave, en fait. Il y a plein de gens qui font des BD avec des dessins pas bons. C'est vrai, il y a de tout. Mais si ton propos est juste et qu'il parle et qu'il s'inscrit et qu'il y a une demande... De toute façon, il y a toujours une demande. Parce que si toi, t'as pensé à faire ça, c'est que... C'est qu'il y a d'autres gens qui en ont envie aussi. Parce qu'on n'est pas des êtres si complexes que ça. À mon grand désarroi. C'est mon grand drame dans la vie. Mais en même temps, heureusement. Donc faire un book. Ouais. Enfin, je dis ça, mais moi, j'en avais jamais fait. Oui, mais du coup, c'est l'expérience qui t'a appris. Mais par contre, j'avais le blog, en fait, qui te faisait office de vitrine. Et moi, oui, je l'avais envoyé à plein de gens. Et mademoiselle.com m'a répondu. Oui, et du coup, c'est vrai que c'est là que t'as commencé à... Ouais. Enfin, qu'ils ont commencé à relayer certains trucs que tu faisais. C'est ça, ils ont relayé des trucs. Et ensuite, du coup, j'ai pu commencer à travailler avec Néon. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec des groupes de presse dont on taira le nom, mais bon, qui payaient un peu mieux. Et puis ensuite, c'est des rencontres. Enfin, la première BD, oui, c'était une rencontre. Chromatopsie, j'ai envoyé en fait à plein de maisons d'édition. Et puis un jour, il y en a une qui te dit allez, pourquoi pas, ça a l'air cool. Et entre ce moment où ça a l'air cool, en fait, faut pas se laisser abattre non plus par tous les refus, quoi. Parce que si on te refuse, c'est pas la fin du monde. Et je sais que ça fout au 36e dessous. Hein. Tu te dis, ah mon Dieu, je suis nul et tout. Mais en fait, non, c'est pas que t'es nul. C'est que peut-être que là, en ce moment, ils peuvent pas. Ou que ça marche pas encore. Tout à fait. Tu vois. Ils essaieront, de toute façon, un éditeur, ça essaye de pas passer à côté d'une perle. Hein. C'est son métier d'essayer de choper le truc, tu vois. Avant tout le monde. Ok. Bon, merci. Et merci à toi. J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'interviews. Ouais, j'avoue. Mais au pire, je t'enregistrerai un truc sur mon date. Au moins le date. Non, mais parce que c'est important cette partie. Ouais. Je verrai, je regarderai ce qui manque et on verra. Et merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix des Plumes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur SoundCloud, YouTube, iTunes et vos applications de podcast préférées. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles, des pouces vers le haut et abonnez-vous à La Voix des Plumes.